Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À l'occasion de la Saint-Valentin, le 14 février, où les fleuristes connaissent un surcroît d'activité, 2 journalistes du Parisien ont enquêté sur la présence de pesticides sur les fleurs. On a beaucoup parlé de ce sujet à l'automne 2024, quand 2 médias ont révélé que le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides avait reconnu le lien entre ces produits chimiques et le cancer dont a été victime la fille d'une fleuriste, Amy, morte à l'âge de 11 ans en 2022. Code Source fait le point sur ce sujet aujourd'hui avec les 2 journalistes qu'on vient d'évoquer, Émilie Torgemène et Frédéric Mouchon, spécialistes environnement au sein du service Futur du Parisien. Le 9 octobre 2024, nos confrères du Monde et de Radio France publient une information qui va être très largement reprise, y compris par le Parisien. Avec son mari, une fleuriste dénonce le scandale des pesticides présents sur les fleurs. Pesticides à l'origine, explique-t-elle, du cancer qui lui a enlevé sa fille. D'abord, Frédéric Mouchon, qui est cette femme, Laure Marivin? Laure Marivin, c'est une mère de 3 enfants. Elle a été fleuriste de 2004 à 2008 et ensuite elle a continué à travailler dans le domaine des fleurs où elle était représentante jusqu'en 2011. Donc elle est mère de famille, mère de 3 enfants, dont la petite Amy. Émilie Torgemène, qu'est-ce que découvre Laure Marivin après la naissance de son 2e enfant, sa fille prénommée Amy? Eh bien, dès la naissance, elle voit qu'il y a des problèmes. L'enfant ne pleure pas quand elle naît, elle est toute violette. Et puis l'anesthésiste remarque que le placenta est noir, il va dire qu'il est carbonisé. Quelques jours après la naissance, l'enfant s'est remis et ils peuvent rentrer chez eux, mais dès le début, ils ont des doutes sur sa santé. Quel va être le diagnostic posé en janvier 2015 ? Eh bien, en janvier 2015, le diagnostic est que la petite Amy souffre d'une leucémie. C'est un cancer et c'est un cancer grave. Les médecins sont très directs. La maman, qui raconte qu'elle a rencontré des oncologues, dit qu'elle ne savait même pas ce que c'était qu'un service oncologie. Et donc, à partir de là, les parents savent qu'il va y avoir un traitement important et tous les 2 s'interrogent, mais comment est-ce qu'on peut avoir un cancer à 4 ans seulement ? Et pour Amy et ses parents, la vie dans les années qui suivent est un parcours du combattant. Oui, entre le diagnostic donc en 2015 et sa mort en 2022, la petite fille va avoir une vie terrible. Elle va avoir des douleurs osseuses, des céphalées, c'est-à-dire des très gros maux de tête, des vomissements. Et puis surtout, elle connaît 3 rémissions, donc des pics d'espoir et à chaque fois des rechutes. Amy est morte à 11 ans, le 12 mars 2022. Et au mois de juillet 2023, le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides reconnaît un lien direct entre sa mort, sa maladie et les pesticides présents sur les fleurs manipulées par sa mère. Oui, parce que sa mère, dans l'intervalle, a commencé à faire des recherches, s'est demandé pourquoi la petite fille a pu tomber malade et elle a découvert que les fleurs qu'elle aimait tant, puisqu'elle raconte que vraiment c'était une vocation d'être fleuriste, eh bien portaient jusqu'à 43 pesticides par fleur. Donc elle s'est interrogée, elle a rempli ce dossier pour demander au fonds d'indemnisation, donc à des experts en fait, ce qu'il en était. Et quand elle reçoit l'appel, elle raconte en même temps le soulagement de comprendre et la terrible culpabilité quand des experts vous expliquent que votre fille est tombée malade à cause des fleurs que vous manipuliez toutes ces années. D'un mot, ce fonds, donc le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, il est relativement nouveau, il a été lancé en 2020. Oui, il a été lancé en 2020 par la Mutualité Agricole. En fait, ce fonds, il est destiné à indemniser essentiellement les agriculteurs qui manipulent des pesticides et qui sont tombés malades du fait de l'usage de ces pesticides. Lorsqu'il est établi qu'il y a un lien entre l'usage de ces produits chimiques et leur profession, mais il est assez rare à l'époque que des fleuristes soient indemnisés par ce fonds. Frédéric, le 20 janvier, vous publiez un article sur ce sujet parce que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, annonce ouvrir une enquête sur les risques de contamination aux pesticides des fleuristes. Oui, en fait, l'ANSES a été notamment sollicité par une association écologiste qui s'appelle Robin des Bois, mais également par la direction du travail. Du coup, l'ANSES lance une enquête qui durera a priori 2 ans. Et l'idée de cette enquête est d'étudier l'impact des pesticides qui sont présents sur les fleurs et leur impact sur les fleuristes. Dans votre article du 20 janvier, vous faites parler une fleuriste salariée d'une boutique du Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. Elle vous explique que les clients lui parlent de ce sujet de plus en plus souvent.
Mais les clients, ils sont comme tout le monde, ils lisent la presse, ils écoutent la radio et en fait, ils ont entendu ces histoires de fleuristes contaminés aux pesticides. Donc, ils s'inquiètent à la fois pour leurs fleuristes en se demandant si ils prennent des risques en manipulant les fleurs lorsqu'ils confectionnent des bouquets. Mais ils s'inquiètent aussi pour eux lorsqu'ils ramènent ces fleurs à la maison. Si vous utilisez beaucoup de fleurs et vous vous dites, est-ce que moi aussi je prends des risques lorsque je confectionne mes bouquets chez moi? Vous citez aussi Adrien, employé d'une chaîne de fleuristes, qui a reçu de nouvelles consignes quelques semaines plus tôt. Oui, quand je le rencontre, Adrien, je remarque qu'il est en train de confectionner un bouquet. Je remarque qu'il porte des gants et je lui demande si c'est un choix personnel. Et en fait, il me dit que depuis quelques semaines, son employeur recommande depuis quelques semaines aux salariés qui manipulent des fleurs de porter des gants. La semaine du 3 février, à l'approche de la Saint-Valentin, le 14, où beaucoup de bouquets sont vendus traditionnellement, vous préparez tous les deux un dossier sur cette question pour le Parisien. Émilie Torgemène, vous vous rendez dans le Var, dans une exploitation située à Lacros. À quoi ça ressemble ? Eh bien, c'est très beau. Ce sont des serres, c'est-à-dire il y a un toit en verre, mais les murs sont ouverts, donc c'est très aéré. Il y a des milliers de fleurs blanches qui poussent. Ce sont exclusivement des anémones. Et au moment où j'y vais, moi, il y a 3 cueilleurs qui ramassent les fleurs qui sont arrivées à maturité pour les envoyer au marché. Concrètement, est-ce que certains pesticides sont utilisés dans cette exploitation ? Oui, le patron de l'exploitation s'appelle Ludovic Morel et c'est l'un des tout premiers à avoir milité pour qu'il y ait moins de pesticides sur les fleurs. Mais, nous dit-il, il y en a toujours un peu. Et en toute transparence, il nous ouvre son armoire de produits phytosanitaires, ça veut dire son armoire de pesticides globalement. Il nous montre des produits très naturels. Et dans l'étagère la plus basse, on trouve aussi des produits chimiques parce que, nous explique-t-il, pour lutter contre certains ravageurs, contre des petites bêtes qui s'appellent des trips notamment, on n'a pas d'autre solution. Et est-ce qu'il prend des mesures particulières quand il a recours à ces produits chimiques ? Oui, d'abord, dans l'exploitation, c'est le seul qui a le droit d'utiliser ces produits chimiques. Il est titulaire d'un certificat de produits phytosanitaires. Et donc, il nous explique qu'il respecte la loi, la réglementation. Ça veut dire qu'il se protège, qu'il met des gants, un masque, une combinaison. Et il rigole, il dit qu'il a une allure de cosmonaute. Et puis, la règle, c'est de laisser 24 heures avant que quiconque ne rentre sur exploitation. Lui, il nous dit qu'à chaque fois qu'il épand des pesticides, il le fait le vendredi. Comme ça, personne ne rentre sur exploitation avant le lundi, donc 48 heures. Il prend en fait des mesures encore plus importantes que ce qui est préconisé. Émilie Torgemène, pendant ce reportage, vous visitez aussi le marché aux fleurs d'hier. Décrivez-nous l'ambiance. Oui, alors c'est très étonnant quand on ne connaît pas un marché aux fleurs. Ça commence très tôt le matin, avant 6 heures. Ce sont des hangars gigantesques où il y a des fleurs, des fleurs, des fleurs. Et donc le marché, proprement dit, c'est un marché aux enchères où il y a des grossistes, des fleuristes, des exportateurs qui voient défiler des chariots. Au moment où on y était, ce sont donc des anémones, des mimosas, mais aussi des oiseaux du paradis parce que ces fleurs poussent dans le Var, je l'ai appris à ce moment-là. Et donc les gens font des enchères pour acheter ces fleurs et pouvoir les vendre plus tard aux détaillants, à nous consommateurs. Le patron du marché aux fleurs vous explique que tout le monde lui parle maintenant de la question des pesticides. Oui, sa formule à lui, c'est que tout le monde a les phytos à la bouche, donc les pesticides. Très honnêtement, ça l'embête plutôt. Il voit qu'il y a comme une attention des consommateurs sur ce sujet. Il est et directeur du marché et lui-même exploitant. Il trouve que la réglementation française est déjà stricte et très stricte et qu'il est difficile de ne pas utiliser de pesticides parce qu'explique-t-il, si les consommateurs sont prêts à acheter des pommes moches, par exemple, ils ne sont pas du tout prêts à acheter des fleurs moches et la fleur doit être parfaite. Donc lui estime qu'ils ont besoin encore de pesticides. Frédéric Mouchon, de votre côté, vous allez aux Pays-Bas, dans la région d'Amsterdam, pour ce sujet. Vous allez visiter le marché aux fleurs d'Aalsmeer. D'abord, pourquoi ? Parce que les Pays-Bas sont un peu la plaque tournante des fleurs en Europe. En fait, il faut savoir que 85% des fleurs coupées qu'on achète en France proviennent d'importation et essentiellement transitent par les Pays-Bas. Et ce marché d'Aalsmeer, qui est situé à une demi-heure de route à peu près d'Amsterdam, c'est un peu le plus grand marché aux fleurs du monde. On appelle ça même le Wall Street de la fleur. Décrivez-nous ce que vous voyez quand vous arrivez sur place. Quand on arrive, les entrepôts, c'est totalement immense. On dirait une sorte de Rungis de la fleur, mais puissance 10. Apparemment, les bâtiments sont aussi grands que la surface de Monaco. Donc, c'est vous dire l'ampleur des bâtiments. Lorsqu'on arrive, on s'est trompé, en fait. On devait se garer sur le parking et en fait, on est rentré dans le marché aux fleurs. Et là, c'est immense. En fait, c'est sur des dizaines et des dizaines d'hectares, des trolleys qui transportent les fleurs. Et ces fleurs, en fait, sont destinées à l'exportation. Donc, sont destinées à l'Angleterre, à la France, à l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a comme fleurs, par exemple ?
Alors en ce moment, il y a beaucoup de tulipes, on est aux Pays-Bas, mais on est aussi à la veille de la Saint-Valentin et là, il y a des roses partout. La rose, c'est la fleur de la Saint-Valentin, c'est la fleur qui est la plus vendue à la Saint-Valentin et ces fleurs, elles sont présentes par dizaines de milliers dans le marché d'Alsmere. Ces fleurs, elles viennent d'où ? Alors les fleurs, notamment les roses, viennent essentiellement d'Afrique, notamment du Kenya et d'Éthiopie, où elles sont cultivées sur des centaines de milliers d'hectares et envoyées par avion réfrigéré à Amsterdam, où ensuite elles sont réparties sur les autres pays en Europe. Et dans ces pays comme le Kenya ou l'Éthiopie, j'imagine qu'il n'y a pas les mêmes réglementations qu'en Europe sur les pesticides ? En fait, chaque pays producteur en dehors de l'Union européenne fixe ses propres règles en matière de pesticides et il se trouve que le Kenya, par exemple, utilise des pesticides qui sont parfois interdits en Europe et par ailleurs est confronté à des insectes auxquels nous ne sommes pas confrontés en Europe, donc utilise certains produits chimiques pour lutter contre ces insectes. C'est pour ça qu'en fait, les produits chimiques qu'ils utilisent ne sont pas les mêmes que ceux qu'on utilise ici sur le sol européen. Les grossistes avec qui vous parlez sur ce marché d'Alsmere, est-ce qu'ils s'inquiètent de la présence des pesticides sur les fleurs ? Pas vraiment en fait, quand je croise tous ces ouvriers et ouvrières qui sont sur leur trolley. Alors évidemment ils ont des gants et des cache-nez, mais c'est plus parce qu'il fait très froid. Je vois même des gens qui ont les mains nues en fait lorsqu'ils manipulent ces chariots remplis de fleurs. Et lorsque je rencontre un fleuriste sur les quais d'Amsterdam, lui me dit qu'il n'est pas vraiment inquiet pour lui-même et que de toute façon ça répond à un marché. En fait il renvoie presque la responsabilité aux consommateurs. Il dit si vous voulez acheter des fleurs qui n'ont pas des pesticides interdits, achetez des fleurs européennes, mais elles coûteront beaucoup plus cher. En fait, ça me fait penser parfois à certains agriculteurs qui sont un peu fatalistes en disant que pour produire leurs céréales, leurs fruits et légumes, ils ont besoin de produits phytosanitaires. Frédéric Mouchon, vous parlez avec la présidente d'une ONG néerlandaise, Pesticide Action Network, le réseau d'action sur les pesticides, et elle se dit inquiète pour les grossistes et pour les salariés de cet immense marché aux fleurs. Oui, elle se dit inquiète parce qu'elle estime qu'en manipulant des fleurs toute la journée, notamment dans leurs boutiques, ils prennent des risques en les manipulant à main nue, mais aussi en respirant l'air qui peut être contaminé de pesticides. Donc, en février 2022, son association a demandé à la Commission européenne d'interdire l'exportation de fleurs qui contiendraient des pesticides interdits en Europe et surtout de fixer des limites maximales de résidus de pesticides dans les fleurs. Elle n'a pas obtenu gain de cause. Non, elle n'a pas obtenu gain de cause parce que la Commission européenne lui a répondu que c'était à chaque État membre de faire cette demande. Or, les États membres n'ont pas fait une demande particulière d'interdiction de pesticides dans les fleurs en Europe. Donc concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas de limite de présence de pesticides sur les fleurs, c'est ça ? Non, contrairement aux tomates ou aux fraises, où là, il y a des limites très strictes parce qu'on les consomme, ça n'existe pas sur les fleurs. Et il n'y a pas de législation spécifique sur les fleuristes en Europe. Dans votre article, vous donnez aussi la parole à l'association écologiste française dont on parlait tout à l'heure, Robin des Bois. Son fondateur, Jacky Bonnemain, rappelle qu'il existe des dizaines d'études scientifiques sur les dangers des pesticides dans la filière. Oui, il nous raconte que depuis 1990, il existe une centaine d'études scientifiques internationales qui alertent sur les dangers de l'exposition aux résidus de pesticides, de fongicides et d'agents de conservation de la filière horticole. Il va même loin dans le détail. En fait, il dit que ces études révèlent, entre autres méfaits, une diminution de la spermatogénèse chez les travailleurs, un excès d'avortement spontané chez les femmes de la filière horticole et un excès de malformation congénitale pour leurs enfants, mais aussi des risques de cancer, de leucémie, y compris pour leur descendance et une contamination générale de l'environnement. Et il cite en particulier l'une de ces études qui date de 2019, étude qui a été faite en Belgique. Oui, cette étude menée par des chercheurs de l'Université de Liège, en fait, elle fait toujours référence aujourd'hui. Pendant 4 ans, ils ont suivi une quarantaine de fleuristes dans des boutiques en Belgique lors des pics d'activité, à la Saint-Valentin, à la fête des mères, à la Toussaint. Et résultat de cette étude, plus de 100 pesticides ont été détectés dans les échantillons de fleurs les plus vendus, des roses, des chrysanthèmes, des gerberas, autant sur les mains des fleuristes que dans leurs urines, dont certains pesticides étaient interdits depuis très longtemps en Europe. Et la conclusion de cette étude, assez alarmante, était que les pesticides présents sur les fleurs coupées passaient la barrière de la peau et pénétraient à l'intérieur de l'organisme. Quand on vous écoute, on comprend que ça fait de longues années qu'on connaît le problème.
Oui, ça fait de longues années que des scientifiques s'en sont emparés, que des ONG expliquent qu'il y a un vrai danger pour cette population dans la filière horticole. Par contre, ce qu'on constate, c'est que les fleuristes sont un petit peu surpris ou dans le déni ou n'avaient pas réalisé qu'ils pouvaient avoir les mêmes problèmes en fait que les agriculteurs. Et la triste histoire d'Amy, de cette petite fille donc, qui en est morte, sonne un peu comme un réveil pour toute une profession. Si on se résume, en France, on utilise moins de pesticides quand on produit des fleurs. En revanche, 85% des fleurs vendues en France viennent de l'étranger. Émilie, pour ceux qui veulent acheter des fleurs françaises, il existe un label. Oui, il existe un logo qui est assez facile à repérer, ça s'appelle Fleurs de France et ça a la forme d'un hexagone bleu, blanc, rouge. Donc pour ceux qui veulent effectivement acheter des fleurs françaises, ça veut donc dire que dessus, il n'y aura pas 0 pesticides, c'est ce que nous ont expliqué les producteurs. En revanche, sur ces fleurs-là, il n'y aura donc pas de pesticides qui sont interdits dans les cultures et un certain nombre de producteurs font vraiment des efforts pour utiliser le moins de produits chimiques possible. Émilie Torgemène, le jeudi 6 février, avec Frédéric Mouchon, vous rencontrez pendant 2 heures l'avocat de la maman d'Amy dont on vient de parler, Amy qui est décédée en 2022 à l'âge de 11 ans. Cet avocat vous explique que la mère est en contact avec d'autres victimes potentielles des pesticides. Oui, l'avocat nous explique que la maman de la petite Amy est appelée par des collègues ou d'anciens collègues ou des fleuristes qui ont entendu parler de son histoire. Et en fait, beaucoup de ces personnes, beaucoup de ces parents s'inquiètent parce que leurs enfants sont malades. Et tous se demandent si finalement les pesticides ne sont pas en cause dans la maladie de leurs enfants. Alors on verra s'il y a des suites judiciaires, mais ce qu'on sait déjà, c'est que le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides a reçu plusieurs dossiers, 6 pour des demandes d'indemnisation qui viennent de fleuristes, et 5 d'entre eux ont été validés. Donc on considère que pour ces 5 cas, le lien de causalité entre les pesticides qui étaient sur les fleurs et la maladie est sûr et avéré. Merci à Émilie Torgemène et Frédéric Mouchon. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnia-Mourou et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou des étoiles sur votre application audio. Et puis on vous invite également à écouter le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi matin dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.